Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons aborder maintenant les phonons. Alors, on va considérer donc les vibrations d'un cristal, ou plutôt les vibrations des atomes qui composent le cristal. Alors considérons d'abord une situation simple, une simple file d'atomes, régulièrement espacée, d'une distance A, et on numérote les atomes, celui-là c'est le N plus 1, etc., le N-1, etc. Et la position de chaque atome peut être donnée par X0 plus AN. X0 est la position de l'élément 0, et A fois N, la distance fois le numéro de l'atome, tout simplement. Ces atomes peuvent se déplacer, ils peuvent vibrer. Ils sont liés aux atomes voisins par des forces d'interaction qu'on peut décrire par un potentiel et vont, sous la vibration, avoir une certaine vitesse et une certaine énergie cinétique. Pour décrire le déplacement de l'atome, on considère le petit déplacement UN du déplacement du nème atome. Et ainsi, la position Xn de l'atome N est donnée par X0 plus AN, A fois N plus UN. À partir de là, on peut obtenir l'énergie cinétique. C'est simplement 1 demi mv carré, m fois la vitesse au carré, 1 demi m la masse d'un atome, fois la somme sur tous les atomes, n, fois U dot n carré, où U dot représente la variation par rapport au temps, donc ici la vitesse de l'atome élevée au carré. De même, l'énergie potentielle, E, est donnée par la somme sur toutes les paires d'atomes, M, N, d'une fonction, on va noter ici epsilon, une fonction énergie potentielle, xn moins xm moins xn, donc une fonction qui dépend de leur distance entre deux atomes. Et on fait la somme sur toutes les paires d'atomes. Alors, en faisant ça, on compte les atomes deux fois. Par exemple, on va compter l'atome 1 et l'atome 2, mais aussi l'atome 2 et l'atome 1. Donc, on compte deux fois la même relation, donc on divise par 2. Dans les cas pratiques, les vibrations des atomes sont en général assez modestes. Si l'atome vibrait trop fort, il pourrait même disloquer le cristal. Donc, on considère que les variations UN sont petites par rapport à la distance A entre chaque atome. On peut alors faire un développement en série pour faire un calcul approché, c'est-à-dire qu'on va décrire l'énergie potentielle comme E0 plus E1 plus E2 plus etc. Un développement en fonction de l'énergie potentielle et de ses variations. Le calcul donne que ceci E0 est simplement N fois la somme sur le nombre P de epsilon PA, c'est-à-dire qui ne dépend pas des UN et qui donc représente l'énergie au repos de l'atome, l'énergie sans vibration. Le second terme pour le calcul donne N, donne la somme, sur toutes les paires d'atomes N, P, de epsilon prime, donc la variation avec la position du potentiel, on le représente par une apostrophe, fois UN plus P moins UN. Mais ici, pour chaque paire d'atomes, on va avoir, par exemple, le premier et le deuxième atome, U1 moins U2,
mais on va également avoir le terme U2 moins U1. Et donc, pour chaque terme positif, on a un terme négatif de même valeur qui s'annule, et donc la somme totale donne 0. Donc, le terme E1 est nul. Il reste le terme E2, et là, le calcul donne 1 demi fois somme epsilon seconde PA, c'est-à-dire la variation de l'énergie potentielle, fois UN plus P moins UN au carré. Un terme quadratique. Le fait qu'il soit élevé au carré fait que ce terme est toujours positif. On a donc une somme de termes positifs et le résultat est donc non nul. Alors l'approximation dite harmonique consiste à considérer que on arrête le développement à E2. On ne considère pas les termes suivants et on s'arrête donc à ce terme. À partir de là, on peut faire quelques calculs et les solutions des équations du mouvement pour ces énergies montrent qu'on obtient une somme d'oscillateurs. Alors, pour le trouver, on fait un calcul assez simple. On choisit de nouvelles coordonnées, au lieu des coordonnées xn, on choisit des coordonnées qu'on va noter qk, appelées coordonnées normales, c'est leur nom, qui sont définies par 1 sur racine carrée de n, c'est une question de normalisation, fois la somme des un fois ei, e exposant ink a. Et le nombre k est défini comme 2pi sur grand N A, grand N c'est le nombre d'atomes, on l'aura compris, fois P, P étant un nombre entier qui varie entre moins n demi et plus n demi, donc il y a grand N variable QK. Ce qui est logique puisqu'on part de n variable, n, on arrive à n variable QK. Alors on fait là quelques calculs pour exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, plutôt la forme quadratique, en fonction de ces nouvelles variables. Et ce qu'on trouve, c'est que l'énergie totale, qui est T plus E, est égale à E0, l'énergie au repos, plus une somme d'énergies qui sont des énergies de K oscillateurs, de grand M oscillateurs indépendants. Donc la forme qu'on a vue pour les oscillateurs harmoniques. Et les solutions peuvent être considérées alors comme les solutions pour ces grands N oscillateurs, pour chacun séparément, et on obtient QKT, QK aux fonctions du temps, égale une certaine fonction, une certaine constante à déterminer, en fonction des situations, fois EI oméga K T, plus une constante BK, fois E faisant moins I oméga KT. Pour chacune de ces solutions, le remplacement ici, l'utilisation de cette formule, montre que UM se comporte comme une onde. C'est-à-dire que si je prends chaque atome, et si je représente le déplacement, plutôt que de le représenter dans le sens de la file, ce qui est un peu brouillon, je peux représenter le déplacement verticalement. L'atome se déplace, vibre comme ça dans l'atome, mais je le représente comme ceci, le déplacement, UM. Et donc, les déplacements suivent un mouvement oscillatoire, ondulatoire, dans le cristal. Et on peut calculer la fréquence de vibration, oméga K, qui est une fonction
qui dépend de P, donc de K et donc de P, selon une certaine relation. On peut tracer le graphique qui donne oméga K en fonction du nombre d'ondes, donc en fonction de P, et on obtient typiquement une relation comme ceci, pour 0, et le nombre d'ondes allant de moins pi demi à plus pi demi. Et la fréquence varie comme ceci, en faisant une espèce de V incliné, de V légèrement courbé. On peut aussi calculer la vitesse de propagation de ces ondes, et ce qu'on trouve, c'est que la vitesse de propagation est la vitesse du son dans les matériaux. Ça, jusqu'ici, nous avons une description du phénomène qui est une description classique. Mais on parle là d'atomes. À cette échelle, il faut penser à la quantification. On n'y échappe pas, il faut quantifier. Mais ce n'est pas très difficile, puisque l'ensemble se comporte comme n grand N oscillateurs indépendants. Et la quantification des oscillateurs harmoniques est quelque chose que l'on connaît bien. Et donc l'énergie du cristal, c'est simplement la somme des énergies de chaque oscillateur, nk, un nombre entier, plus un demi, fois h bar oméga k. Et donc, les vibrations, une fois quantifiées, les vibrations se comportent comme un gaz de quanta, de quantum, dont l'énergie est quantifiée, avec pour chaque mode nk quanta de vibration. Et ces quantas de vibration forment une espèce de gaz, de quanta, qui baigne le matériau, et que l'on a décidé d'appeler des phonons, par analogie avec les photons, obéissant d'ailleurs à une relation analogue pour l'énergie. Notons que les oscillateurs harmoniques ici sont indépendants les uns des autres. Donc, la conséquence, c'est que ce gaz de mk photons, pour chaque mode K, n'interagit pas avec l'un avec l'autre. Les photons se déplacent indépendamment les uns des autres. Ça, c'est une conséquence de l'approximation harmonique. Si on prend des termes supplémentaires, on a des termes ici en cube, en extendant en 4, etc. Et le résultat, c'est qu'il y a une petite différence dans les résultats finaux qui correspondent à des interactions entre les différents phonons. On en reparlera. Le nombre total de photons, c'est la somme des nk, le nombre de phonons pour chaque mode. Ce nombre n'est pas constant, il peut varier au cours du temps, parce que ces particules, de par leur relation h bar oméga k, se comportent comme des photons, c'est-à-dire comme des particules sans masse, donc ils se créent et sont absorbés de manière assez facile. Ils ont aussi un comportement identique à des bosons, donc ils peuvent se décrire par la statistique de Bose-Einstein. Et tout ce que nous venons de dire peut se généraliser à 3 dimensions, parce qu'ici nous avons une file d'atomes, mais un cristal réel est évidemment à 3 dimensions, avec des complications, puisque la distance A, ici, entre atomes, va dépendre de la direction, et les axes ABC, vous vous rappelez la description des cristaux, dépendent de la structure du cristal. Donc les résultats dépendent assez fortement de la structure du cristal, avec des plans de propagation, des vibrations qui peuvent être privilégiées, et on peut faire tous ces calculs-là sans grande difficulté. Bon, c'est un peu technique, mais ça peut se faire, et on peut aussi le comparer à l'expérience, donc étudier les vibrations dans un matériau comme le cuivre, par exemple, dans un cristal de cuivre, et les résultats théoriques sont en très bon accord avec l'expérience. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans un matériau 3D, à 3 dimensions,
c'est qu'il existe deux sortes de modes de vibration. Il y a les vibrations où les atomes sont déphasés dans leur vibration, donc ils vibrent comme ça, on peut le dire, dans le cristal, et qui sont appelés modes acoustiques, puisque leur vitesse est celle du son. Dans un cristal à 3 dimensions, on observe aussi des modes de vibration en phase, où les atomes vibrent plutôt comme ça, avec des vitesses beaucoup plus grandes, et qu'on appelle le mode optique, les modes optiques, c'est leur nom. Ils ont une vitesse beaucoup plus grande de propagation, et de plus, contrairement à ici, même pour un nombre d'ondes égal à 0, les modes optiques ont une fréquence de vibration qui n'est pas nulle, qui ne s'annule pas. Voilà, pour les phonons, les vibrations dans les cristaux. Oui, c'est pas très difficile, c'est un peu technique, mais pas très difficile. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'étude de la propriété des solides. Donc, l'étude théorique, comparaison à l'expérience, les propriétés physiques des solides, propriétés mécaniques en particulier, propriétés thermiques, en utilisant la physique statistique et ce que nous avons vu en particulier avec les phonons. Nous sommes maintenant outillés pour étudier les propriétés des solides. Je vous remercie.